Bienvenue sur Entre deux chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Quel est leur parcours, comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger, pourquoi ils y restent et comment cette expérience les a fait évoluer. C'est un projet multifacette avec un site internet, entredeuxchaises.net, où vous pouvez retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leurs lieux et adresses préférés dans leur pays d'adoption et d'origine. Cette semaine, je reçois Florent, 32 ans, expatrié à Brisbane depuis 6 ans. Perpétuant le mythe du French lover, Florent n'a pas hésité à tout quitter pour suivre celle dont il était tombé amoureux en France juste avant qu'elle ne parte s'installer à Brisbane. Grand bien lui en a pris car ils sont désormais mariés et très épanouis en Australie. Peu avare de conseils pour les futurs expatriés, Florent nous raconte son parcours personnel et professionnel dans la bonne humeur. Désolé par avance pour les nombreux bruits d'hélicoptères et autres bateaux à moteur que vous pourrez entendre tout au long de l'interview. J'ai proposé à Florent de le rencontrer en terrasse d'un de mes cafés préférés en bordure de la baie de Sydney, mais je n'avais pas réalisé qu'elle était aussi bruyante. C'est parti. Bonjour Florent. Bonjour Céline. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode de Entre deux chaises. Alors Florent, qui es-tu? Présente-toi. Je suis Florent, j'ai 32 ans, je vis à Brisbane depuis maintenant 6 ans, depuis juillet 2012. Je suis Senior Digital Officer pour une université qui s'appelle Central Queensland University, basée à Brisbane, et je m'occupe de tout ce qui est médias sociaux et digital platform pour eux. Et ça fait 3 ans, un peu moins de 3 ans maintenant que je travaille pour eux. D'accord, ok. Et tu es d'où en France? Je suis de Lyon, d'Auxerre, et vraiment c'est la ville la plus connue et la plus proche que tout le monde connaît. Après, je suis originaire vraiment d'un petit village, 60 habitants. Je pense que 60 c'est vraiment le maximum un petit village, qu'il y a en période estivale avec tous les Parisiens, comme on les appelle. Donc voilà, un petit village. J'ai jamais trop quitté ce village jusqu'à mes 19 ans, à peu près 19 ans quand j'ai eu mon bac. Oui, j'ai pas eu mon bac à 18 ans, j'ai raté mon bac. C'est la première breaking news. J'ai un frère jumeau qui a eu son bac, lui du premier coup à 18 ans. Et je crois qu'entre lui et moi, c'était lui qui était le plus malheureux, parce que lui devait partir et moi je devais rester. Et ouais, c'était bref un peu marrant. Donc voilà, et j'ai quitté après ma famille à 19 ans pour après aller dans la grande ville à Dijon pour mes études. D'accord, ok. Voilà. Et t'es arrivé directement de Dijon en Australie? Non, j'ai fait Dijon pendant 2 ans. Après j'ai fait Lille pendant 3 ans où j'ai obtenu mon master en marketing. Et après ça, j'ai vécu 4 ans à Paris. Je crois de mi-2008 à mi-2012, avant que je parte ici à Brisbane. D'accord, ok. Bon, et alors la question, pourquoi l'Australie? Qu'est-ce qui t'a amené là? Je vais le dire juste en anglais parce qu'à chaque fois les gens me disent en question d'entretien pour les jobs, why do you come to Australia? I came for love. Ah. Voilà, et c'est exactement la réaction que les gens disent. Non, ils doivent te faire Voilà, c'est exactement ça. C'est I avec came for love. Et le truc, c'est que j'ai rencontré une fille en septembre 2011, en août 2011. Et voilà, j'ai pas pu quitter à Paris, à Amiens, pour être vraiment précis. Et je pouvais pas m'enlever cette fille de ma tête après le week-end. Et j'ai envoyé un email. Je savais pertinemment qu'elle partait en Australie pour son travail. J'ai envoyé un email et on a bien connecté. On a parlé avant qu'elle parte. On s'est revus avant qu'elle parte. Elle est partie et c'était prévu. Et j'ai tenté parce que j'avais rien à perdre. Elle avait rien à perdre non plus. Mais du coup, vous avez pas commencé votre relation avant? Non, on n'a pas commencé notre relation. T'es relation. venu ici sur Et donc voilà, décembre promesse, 2011, elle revient pour Noël. On passe 3 semaines ensemble. Elle repart en Australie en janvier 2012. Et moi, je viens ici lui rendre visite en avril 2012 et elle me pose la question, l'ultimatum vraiment question qui est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux repartir en France et ne plus jamais revenir et donc c'est fini entre nous parce que j'ai pas de temps à perdre, t'as pas de temps à perdre, ma vie est là, ta vie est là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, longue distance est absolument affreux. Si quelqu'un nous écoute et vit ça, prenez une décision à un moment, ça ne peut pas durer 20 ans, 10 ans. J'ai rencontré une personne qui m'a dit
qui a vécu cette longue distance relationship pendant plus de 5 ans. Et 5 8 ans, mois ça était notre maximum. Et donc, la deuxième question est, est-ce que tu veux venir vivre à Brisbane? J'ai dit oui. Et donc, j'ai tout quitté. J'ai appelé ma famille. Je lui ai dit, bah voilà, je vais rentrer, mais je vais repartir. Et je me rappelle, comme si c'était hier, mes parents qui me disent, ah ouais, oh, bon, on n'est vraiment pas étonné de ça. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire. Et en juillet 2012, je suis venu ici pour définitivement pour y vivre. J'ai jamais regardé en arrière sur ma décision. Au contraire, je crois que c'est toujours la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Je l'ai prise à 27 ans. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'à 27 ans, tu prends une décision importante. Il y a beaucoup de personnes célèbres qui sont décédées à 27 ans. Moi, j'ai pris la décision de venir ici à Brisbane et je ne le regrette en aucun cas. D'accord. Et toi, du coup, tu rêvais pas du tout de l'Australie? Enfin, tu connaissais l'Australie? Je connaissais l'Australie, mais jamais dans ma vie avant ça, j'avais imaginé vivre dans un pays étranger et surtout si loin que ça. J'avais imaginé peut-être l'Angleterre ou les États-Unis ou des pays un peu plus classiques dans l'expatriation, mais jamais en aucun cas l'Australie. Et voilà, c'est à cause d'une fille qui est maintenant devenue ma femme il y a 1 an de ça, mais non, c'est vraiment le hasard pur. Et ta femme, juste sans parler pour elle, mais elle, l'Australie, c'était un choix, enfin elle, c'était un rêve ou pas du tout non plus, c'est l'opportunité du travail seulement? Pas du tout. D'accord. Elle est restauratrice de tableaux, elle ne trouvait pas de travail en France, elle a postulé partout dans le monde, elle a eu une réponse positive dans le Queensland à Brisbane et entre toi et moi, il y en a beaucoup de personnes qui nous écoutent, elle ne parlait pas un mot d'anglais quand elle arrive. C'est-à-dire qu'elle savait dire my name is et c'est tout. Et si Maïté tu m'écoutes, voilà c'est ça. Et je pense que c'était quelque chose qu'elle a pris la décision de venir parce qu'elle avait rien à perdre. Et donc elle a juste tout quitté, sa famille, pour venir faire le métier dont elle rêvait et où elle est vraiment passionnée. Donc non, aucun cas, aucunement elle avait imaginé vivre ici en Australie. D'accord, ok, bon, c'est improbable. Et est-ce que tu te souviens de tes premiers jours ici? Vraiment les tout premiers jours? Oui, quoi, tous les premiers jours. Oui. Première remarque que je me suis faite, c'était au mois de juillet, comme je disais, donc c'est la période hivernale. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud ici, c'est pas possible. Donc parce qu'en plus du coup Brisbane, donc c'est dans le Queensland, donc c'est un climat tropical. Voilà, c'est un climat tropical. Il fait quelle température? Au mois de juillet, je pense qu'il fait 27 la journée, ciel bleu comme on a ici aujourd'hui à Sydney, magnifique. Mais les températures sont assez froides le soir, c'est-à-dire que ça va tomber en dessous des 10 degrés, entre 5 et 10 degrés. Donc c'est quand même une sacrée choc de température. Je me suis dit, oh mon Dieu, il fait chaud, je vais jamais y arriver. Et donc juillet quand même. Et arrive le mois d'octobre, novembre, décembre où là l'humidité arrive et c'est absolument affreux. Donc, mais on s'habitue. Après 6 ans, Bah oui, j'allais dire, après 6 ans, t'es toujours là-bas. Je m'habitue complètement et en aucun cas j'irai vivre, du moins pour le climat, soit à Melbourne, soit à Sydney. Le climat de Brisbane est vraiment bien. Donc les premiers jours, c'est l'acclimatation, littéralement, et surtout se dire, ok, quel est ton plan d'action? Parce que quand même, j'étais là, il fallait que je trouve un travail. Donc, j'ai vraiment essayé de mettre en place un peu mes différentes stratégies en disant, ok, je ne connais personne, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'était vraiment. T'es arrivé sur quel visa? Je suis arrivé sur un visa 417, donc le Working Holiday Visa. D'accord. Et ma copine à l'époque était sur un visa aussi où elle était en train d'être transférée sur un 457. D'accord, voilà. ok. Donc le visa sponsorisé. 4 ans. Ok. À l'époque, c'était 4 ans. Je crois que maintenant, c'est 2 ans. Bah, là, maintenant, oui, depuis voilà, 2 jours. Depuis 2 jours, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Voilà. Et donc, du coup, tu n'as pas voyagé du tout dans un premier temps. Toi, ça a été direct. On a voyagé, je me suis un peu quand même permis de voyager un peu. Je me rappelle qu'au mois d'octobre 2012, novembre, on est allé sur la Grande Barrière de Corail pour la première fois. Et donc, ma femme
imaginé que j'allais la demander en mariage assez rapidement. Mais tu venais d'arriver. Et je venais d'arriver et je l'ai pas fait. Et on en rigole maintenant. Et c'est vrai que c'était assez pour moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Elle pensait vraiment à ça. Donc c'était vraiment une histoire de fille-garçon, un peu comment ça réfléchit. Mais je voyageais un peu en Australie après ça où en même temps, c'est tellement grand que je pense que je peux pas tout voir. Beaucoup de nos amis australiens nous disent vous avez sûrement plus voyagé que nous. Je pense qu'on essaye de découvrir un peu régulièrement ce que l'Australie peut nous apprendre et nous faire découvrir. Et surtout, dans le Queensland, il y a quand même énormément de choses à voir. Oui. Ouais, tu peux faire des sauts de puce assez facilement dans des endroits quand même canon. Mais bon, ouais, un peu partout en Australie quand même. Enfin, je pense que peu importe où t'es, il y a plein de trucs à voir. Oui. Après, il y a des endroits mieux desservis que d'autres. Genre le Queensland, c'est quand même le Queensland est hyper touristique. Quoi. C'est hyper touristique, effectivement. Donc oui, on a voyagé quelques fois dans le Queensland, plusieurs fois sur la Grande Barrière de Corail, qui est, à mon avis, une des plus belles choses que j'ai jamais vues sur Terre. C'est juste un patrimoine que j'espère l'Australie va conserver le plus longtemps possible. Oui, pas gagné. C'est pas gagné, mais voilà, en espérant qu'ils fassent les bonnes choses. Et je pense que c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues, comme je disais. Mais je crois que la plus belle chose que j'ai jamais vue, c'est le lac Mackenzie sur Fraser Island. Ouais. Tu es déjà allé? Oui, j'y suis allée. Incroyable, vraiment incroyable. La couleur de l'eau, le sable. Pour ceux qui ne connaissent pas le lac Mackenzie sur Fraser Island est la plus grande île de sable au monde. Et c'est énorme. Et donc, il y a un lac en plein milieu, un lac d'eau douce, où selon c'est un lac la légende, perché, en fait, ils disent, donc c'est de l'eau... Voilà, c'est-à-dire que si vous prenez le sable au fond du lac et que vous vous frottez, tout le monde dit que ça a des... oui, que ça a des super vertus. C'est super, des super vertus. Et donc, laver tes bijoux, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue en Australie. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, il y a quand même pas mal d'endroits il y a d'autres choses. Être émerveillé en Australie. J'ai pas tout vu et je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses. Ouais, effectivement. C'est clair. Bon, et du coup, alors comment ça s'est passé ta recherche de travail? On m'a toujours dit que le premier travail était le plus important à décrocher parce que c'est là où tu vraiment commences tout. J'ai mis à peu près 6 mois, un peu moins de 6 mois à trouver. J'ai travaillé gratuitement pour commencer. Je pense que c'est un conseil que je peux donner, c'est du moins de travailler gratuitement pour montrer vraiment que vous êtes prêt à vraiment faire le job. Mais donc dans les entreprises, on t'a pris comme un stagiaire gratuit, quoi, un peu. C'est ça. D'accord. Et montrer un peu les différentes compétences que vous avez, et essayer de voir s'il y a opportunité ou pas. Après, c'est vrai que travaillez pas gratuitement pendant des mois, sinon vu le coût de la vie ici en Australie, ça va pas le faire. Mais c'est un conseil que je peux donner, c'est effectivement essayer de travailler gratuitement, essayer de pousser ce que vous êtes capable de faire à des personnes qui pourraient avoir besoin de vos compétences de manière gratuite, et après s'ils peuvent être intéressés, s'il y a possibilité d'être rémunéré. Mais c'est quelque chose que j'ai fait et quelque chose qui a marché, puisque quelques mois après on m'a proposé un contrat qui s'est terminé assez rapidement, au bout de 3 mois, même pas 3 mois, j'ai même pas fini la période d'essai. T'étais toujours en working holiday? J'étais toujours en working holiday. C'était une période assez difficile pour nous, pour le visa, beaucoup de pression, parce que beaucoup de pression par rapport au travail de ma femme, où il y avait un risque où elle pouvait perdre son travail. Il y a vraiment un risque ici en Australie de perdre son travail plus facilement qu'en France, je pense. Donc, travailler gratuitement, et enfin j'ai eu le job et on m'a viré quelques temps après. Donc, je pense qu'il faut rebondir. Il faut pas désespérer, il faut juste rebondir le plus rapidement possible, et c'est ce que j'ai fait. 3 semaines après, j'ai retrouvé un autre travail, et ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre des emplois, et perdre son travail est une chose, mais il faut juste rebondir après, et il faut juste trouver les bonnes connexions aussi, quoi. D'accord. Et du coup, alors pour retrouver du travail par la suite, tu dirais que c'est ton réseau qui t'a aidé? Je pense que c'est beaucoup mon réseau. Quand je suis arrivé ici en Australie, j'avais je crois 150 connexions LinkedIn, et au bout de quelques mois, j'en ai eu plus de 500, et je pense que c'est énormément d'emails que
que tu envoies et que tu essayes de connecter avec toutes les personnes que tu peux imaginer. Ici, en Australie, fonctionnent beaucoup les agences de recrutement, donc voilà, Et connectez-vous alors, est-ce que avec tu as toutes ces fait personnes-là. le classique, parce que moi, on m'a beaucoup dit ici aussi, voilà, juste tu contactes les gens, tu vas prendre un café, ils sont plutôt open. Ouais. Le café marche beaucoup. Après, on devient vite addictif, mais non, je pense que c'est vraiment important de dire ah bah voilà, je viens d'arriver. Est-ce qu'on peut se prendre un café 5 minutes et n'hésitez pas à le payer, non plus pas tout le temps, mais voilà, montrez-le que vous pouvez effectivement. Mais les agences de recrutement, de toute manière, veulent vous rencontrer parce qu'ils ont besoin d'une pool bien sûr. de personnes. Mais il y a aussi des personnes où vous pouvez vraiment les contacter directement. Et je pense que LinkedIn a été quelque chose qui a marché énormément beaucoup pour moi parce que c'est aussi mon domaine. N'hésitez pas à envoyer des mails, à parler, à demander des cafés en disant bah voilà le marché, comment il est, qu'est-ce que je peux faire, demander des conseils. Vraiment créer vos connexions parce que c'est ça qui va vraiment vous sauver pour trouver un job. Donc du coup, tu as ce contrat qui s'est terminé et après, tu as trouvé un autre job. Ouais, je vais pas faire tous mes jobs. Non, mais j'en juste ai voilà, eu- en gros, juste j'en t'as ai eu fait. 7. Ah oui, donc voilà, donc 7 jobs depuis 7 2012. jobs depuis donc en 2012. 6 ans, 7 jobs, c'est pas mal. Mais effectivement, oui, ouais, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, on change beaucoup. D'autres ont simplement duré quelques mois, d'autres ont duré c'est le job actuel 3 ans. Mais D'accord. n'hésitez pas aussi à faire du travail temporaire pendant quelques mois. Je pense que c'est aussi l'expérience. Je pense que le plus important, c'est vraiment de gagner un peu d'expérience un peu partout où vous pouvez, même si c'est des jobs temporaires. Après, c'est vrai que j'ai fait ça parce que j'avais le visa avec ma fiancée. Si on n'a pas le bon visa, c'est vrai que c'est pas Bah oui, forcément facile. complètement. Et du coup, est-ce que tu as trouvé ça compliqué, l'adaptation au monde du travail? Est-ce que tu as trouvé ça vraiment différent de la France ou pas? C'est différent. C'est différent dans beaucoup de choses, dans la manière d'être managé, et puis dans le risque aussi de se faire licencier assez rapidement. Donc c'est sûr qu'en France... C'était quoi les différences, hormis ça, sur les rapports entre les gens? Tu as trouvé que tu as dû changer ta manière de communiquer, par exemple? Je pense que oui, ma manière de communiquer et ma manière d'être intégré dans une équipe en France... j'ai pas énormément beaucoup d'expérience non plus en France. J'ai travaillé seulement 4 ans dans un grand groupe, donc on travaillait relativement tous en silo, alors qu'ici c'est vraiment collaboratif, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a aussi vraiment une ligne qui est pas forcément bien définie entre avoir son manager et avoir son manager comme ami. Ou aller vraiment boire des verres après. Donc voilà, après quand il doit avoir cette discussion, Florent, tu performes plus assez, on va devoir te laisser partir. Il dit mais c'est qui parle? C'est mon manager, c'est mon ami. Donc voilà, il y a vraiment des choses où il faut vraiment apprendre à créer cette ligne entre l'ami et le manager. Donc il y a beaucoup de choses à effectivement se réhabituer. Et, c'est des choses que j'ai apprises maintenant et je pense qu'on apprend toujours de ses erreurs et ça a été une erreur dans mon premier job, un peu moins dans les autres, mais c'est vrai que cette première erreur d'être trop ami avec la personne, ça fait mal après quoi. Ça fait mal et on s'aperçoit pas que c'était comme ça. D'accord, intéressant. Et c'est quoi, alors juste pour l'anecdote, savoir c'est quoi tes horaires de travail ici aujourd'hui? On est cool. C'est pour ça qu'un jour, si je devais rentrer en France, je pense que j'aurais vraiment beaucoup de mal à me réhabituer un peu aux horaires de France. On travaille beaucoup en France. On travaille beaucoup, mais mal dans la manière où on est productif. Ouais. En France, c'est vraiment qui va partir le dernier. Si tu pars à 18h, tu dis « Ah, t'as pris ton après-midi ?» Il est 18h, je suis arrivé à 9h. Non, tout est fait beaucoup plus tôt. J'arrive au travail vers 8h. 8h, 8h15 et j'arrive à partir à peu près vers 5h, 5h30 avec 3 quarts d'heure officiels de pause le midi. Si je prenais 3 quarts d'heure, ce serait le paradis, mais c'est plutôt, donc tu les prends pas. C'est plutôt une demi-heure devant son ordinateur à continuer un peu de travailler. Je sais, c'est pas forcément le work-life balance. Moi française jusqu'au bout et j'ai même réussi à engrainer mes collègues dans mon dernier job. Je leur dis non, mais là c'est la pause déj en fait. Ouais. Donc on se sort de nos ordinateurs, on va chercher à manger, et on prend au moins le temps de manger un truc quoi. Non, c'est vrai que c'est pas forcément très. Parce qu'ici ils n'ont pas la culture du repas, ils n'ont pas la culture de se poser. Y a pas de cantine, voilà, y a pas de choses comme c'est ça, pas un truc social. C'est vraiment la fonction de manger. Et puis d'ailleurs ils grignotent. Enfin moi dans les boîtes où je suis passée,
Après, ils grignotent tout l'après-midi, quoi, devant leur ordi. Enfin, non, c'est pas possible. Enfin, pas Donc voilà, pour moi, mes horaires sont quand même peinards. Je dois pas me Et plaindre tu sur pars à mes... quelle heure, du coup, le soir? À peu près 5 heures. On va dire. Voilà, à peu près 5 Mais heures. bon, Donc, t'as bien bossé. J'ai bien bossé et je pense que j'essaie d'être aussi... vraiment de tracer cette ligne de, passer 5 heures, de toute façon, ton cerveau ne peut plus prendre forcément plus que, on va dire, 8 heures par jour ou 9 heures par jour de concentration. Mais oui, je pense que c'est beaucoup plus laid back. Je ne sais pas comment je pourrais traduire ça d'ailleurs, mais Relax. Relax sur la manière de comment les Australiens prennent le travail par rapport à mon expérience parisienne. D'accord, ok. Et tiens d'ailleurs, parce que moi, je connais Brisbane, mais j'y suis passée en coup de vent. Tu dirais que c'est quoi l'ambiance à Brisbane? Là, tu vois, aujourd'hui, on se rencontre à Sydney, donc une grande ville, Brisbane aussi, mais bon, est-ce que c'est un peu plus, je sais pas, raconte. Tu sens une différence ou pas? Honnêtement, et ça fait 2 jours que je suis ici pour juste le week-end. Je pense que j'adore Brisbane, on adore Brisbane, pour la raison que c'est une grande ville, certes, la 3e ville du pays. Je crois que c'est à quelques millions d'habitants, mais si vraiment vous prenez les banlieues autour. Oui. Mais ça grossit énormément, mais ça reste une ville à taille humaine. Ça reste vraiment une ville où on peut rencontrer quelqu'un vraiment au coin de la rue, contrairement à Sydney où si tu rencontres quelqu'un au coin de la rue, c'est vraiment que vous vivez dans le même quartier. Non, mais vraiment c'est quelque chose où je pense que c'est à taille humaine, où c'est beaucoup moins speed que Sydney. Hier, j'ai travaillé sur le campus de Sydney à l'université. Ça court partout. Ça court partout et je pense que ce côté un peu social, il n'y a pas forcément, et je pense que c'est vraiment ce que j'apprécie à Brisbane, c'est vraiment une taille où on peut avoir des échanges vraiment avec les gens, et je pense que c'est vraiment important. Ouais. C'est marrant ce que tu dis, enfin moi ça me fait vraiment sourire parce que ce que tu viens de dire de Brisbane, moi c'est ce que je pense de Sydney versus Paris. Donc moi je viens de Paris et alors je dis toujours à tout le monde, mais ce que j'adore à Sydney, c'est que c'est une petite grande ville et que régulièrement, figure-toi que je croise des gens dans la rue que je connais. Mince, j'ai pas pris le bon exemple. Tu vois? Non mais et j'adore, tu vois, parce que à Paris il y a un événement, il y a toujours 20 millions de personnes. Il y a 20 millions, tu fais la queue, ça me rend dingue. Ici il y a un événement, tout le monde y va. Mais dans mon entourage, les Australiens, les Français, c'est ah oui, on a prévu d'aller à ce festival parce que c'est là, c'est ce week-end et c'est un truc qu'on fait, que tout le monde fait. Et t'y vas. Et même s'il y a du monde, c'est hyper agréable. Enfin, tu fais pas la queue pendant des heures. T'arrives à marcher. Enfin, bref. Ils sont mieux organisés, les Australiens, que les Français. Oui, aussi. Puis respectueux, ils font la queue. Voilà, enfin, c'est ça, oui, c'est sûr. Ouais. Mais bon, voilà, je trouve ça assez Non, Brisbane est une ville, si vous avez l'occasion de la visiter, qui a changé énormément en 6 ans. Qui a grossi. C'est-à-dire que hier, ici à Sydney, j'ai essayé de compter le nombre de grues de construction. C'est incroyable, il y en a partout. J'en ai compté 5-6. Si vous faites la même chose à Brisbane, j'en ai en compté 9-10 à peu près. C'est une ville qui j'ai l'impression qu'il y en a partout, moi, des grues. Il y en a beaucoup plus ici. à Brisbane, je peux te le dire. Ça construit énormément, ça construit beaucoup trop d'ailleurs par rapport à la demande, mais ça, à la demande, c'est un autre, ça peut être complètement un autre podcast si tu veux. Mais vraiment, non, c'est une ville qui grossit énormément et qui est aussi un peu moins cher, un peu plus accessible en termes de prix, en termes de, j'imagine, d'accommodation. Oui, de prix, oui, ça c'est sûr, j'imagine. Mais non, une ville où vraiment tu peux imaginer fonder une famille si un jour, si c'est le cas. Mais et je vois beaucoup de personnes aussi qui déménagent de Sydney dans des villes comme Brisbane ou autre. Mais c'est quoi du coup le lifestyle là-bas? Parce que tu vois, ici, Sydney, ça a beau être une ville, le lifestyle, c'est la plage, quoi. La plage, les parcs nationaux, on est entouré, chaque quartier a sa propre plage. Enfin, sauf si tu habites dans les terres, c'est pas de chance. Mais voilà. Et pour vous, c'est quoi? Du coup, c'est pareil ou pas? C'est la plage ou? Les plages sont accessibles en voiture. Et c'est vrai que Sydney, par rapport à Brisbane, Sydney va vraiment être... prenez le bus et en une demi-heure, vous êtes à Bondi Beach. Ouais. Transport en commun oublié à Brisbane. Mais je pense que c'est la plage et aussi vraiment ils sont en train de faire énormément de choses avec tout ce qui est
les différents quais qu'ils sont en train de construire, de créer un peu aussi ce côté un peu food experience. Ça me fait un peu penser à Melbourne d'ailleurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais Brisbane a copié pas mal de bonnes recettes que Melbourne a, ou alors ici à Sydney. Et je pense qu'ils sont en train de développer énormément ça. Donc c'est vraiment, je dirais, l'expérience, c'est oui, tout ce qui est des choses à faire en famille, c'est aussi la plage et les différentes îles qui se trouvent en face de Brisbane. Donc Moreton Island ou Stradbroke Island. Vous prenez le bateau en une demi-heure, 3/4 d'heure, vous y êtes et vous êtes vraiment dans un parc national où vous allez trouver pas de dingo, mais vous allez trouver tous les classiques australiens, je dirais. Et donc ça, c'est vraiment accessible. C'est mine de rien à 1 heure du CBD. Ouais. Et donc c'est vraiment ce côté-là aussi qui est vraiment appréciable. Pas aussi facile d'accès que Sydney apparemment. Et alors si on revient sur ton installation, par exemple aujourd'hui après 6 ans, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de se reconstruire un cercle d'amis Est-ce que tes amis sont majoritairement français ou d'autres nationalités? Puis ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est voilà, t'es venu ici, t'as rejoint une autre française, donc voilà, est-ce que vous êtes les Français qui restent entre Français ou pas du tout? Pas du tout. Je pense qu'on a seulement un couple d'amis français qui sont aussi expatriés, qui sont là depuis quelques années et qui pensent retourner en France d'ici quelques années, si j'ai bien compris. C'est le seul couple d'amis français que nous avons. Tous nos amis sont australiens ou d'autres nationalités. Et vous les avez rencontrés comment du coup? Ma femme, quand elle est arrivée, elle ne parlait pas un mot d'anglais comme je disais. Et ce qu'elle voulait, c'est vraiment s'immerger le plus possible. Donc elle est restée vraiment loin de français. Je pense que c'est la bonne décision pour s'immerger. Et elle connaissait quelqu'un, alors je ne vais pas faire l'histoire, mais c'était l'ami de son papa qui travaillait ici et qui a un fils et une fille. Et la copine du fils, qui est maintenant sa femme, l'a vraiment intégrée dans un groupe de filles. Et ça, je pense que ça l'a vraiment aidé déjà à parler anglais et à s'immerger. Et ce groupe d'amis qui se connaissent depuis le lycée, et ben maintenant ce sont nos amis. On a aussi d'autres groupes d'amis, des gens qu'on rencontre à d'autres soirées, et c'est là où vraiment on prend l'occasion de se connecter avec d'autres personnes. Je pense que ça a été dur, et je pense que c'est toujours dur après 6 ans de se faire des amis, parce que on a des amis qui sont en France qu'on connaît depuis le collège, le lycée, des années et des années, ou nos universités. Et ici, on arrive dans un groupe qui est déjà formé. On restera toujours les petits Frenchies. Et c'est vrai que c'est sûr sympa. que les Australiens, ils cherchent pas à se faire des nouveaux amis. Ils cherchent pas à se faire de nouveaux amis. C'est comme nous, quand on après, était en France, on cherchait pas à se faire des amis effectivement, extérieurs à notre cercle, quoi. Donc c'est toujours un peu difficile de se faire des amis. En aucun cas, c'est la barrière de la langue. Je veux dire, 6 ans ici, on n'est pas bilingue, mais presque. Aussi, je sais pas à quel point on considère qu'on est bilingue, j'ai jamais trop su. Mais bon, on parle anglais tous les jours de la semaine, à part entre nous, on parle français. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie, c'est de rester entre Français et on parle déjà français entre nous. Donc c'est vraiment de rencontrer d'autres personnes et de connaître encore plus les personnes qu'on connaît déjà. Et alors du coup, très bonne transition. Ton niveau d'anglais avant de venir, il était bon ou pas? Ça allait. Je travaillais pour un grand groupe d'assurance avant. Donc je travaillais énormément en anglais au siège social. Toutes mes communications étaient aussi en anglais, écrites ou orales, donc ça allait. C'est toujours dur parce que c'est vrai que quand on est shortlisté pour un job et il y a un Français qui a un visa, mais on ne sait pas trop le visa, combien de temps il va rester, il y a toujours un risque qu'il peut rentrer en France, X ou Y. Il y a un Australien qui est là depuis 25 ans. C'est vrai que les entreprises nous se disent on va prendre l'Australien, on va peut-être pas prendre de risques, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose qui malheureusement va pas dans votre balance. Donc mon niveau d'anglais, j'essaie toujours de faire des efforts déjà pour mon accent, je pense que. Après ils aiment bien l'accent français. Ils aiment bien l'accent français effectivement, mais c'est vrai que ça peut être. On a toujours ce regard quand on commande un café au restaurant ou n'importe où, les gens ils nous regardent, ils nous disent. Vous n'êtes pas australien? Non, on n'est pas australien. Déjà, on a ce premier contact ou première réaction des gens. Et après, déjà que les gens s'habituent à ce qu'on est en train de raconter, l'accent, et après, c'est un peu plus facilement. Mais non, ils aiment bien les Français, donc ça va. On est bien lotis de ce côté-là.
Non, et puis du coup, c'est bien ce que tu dis, que vous n'ayez pas que des amis français, parce que c'est vrai que même si tu travailles en anglais, quand tout ton cercle est seulement français, en fait, tu parles pas des mêmes choses. T'as pas forcément des relations amicales en anglais, et du coup, il y a tout un pan de la vie en anglais que tu ne pratiques pas. Enfin, moi, j'ai l'impression en tout cas. Mais ok. Tu dirais que tes amis sont plus français ou plus, moi j'ai un mix. Désolé, j'ai pas le droit de poser. Mais bien sûr que c'est t'as le droit. Non, c'est une conversation. Donc, moi j'ai les deux, justement. Et mes amis australiens, je me les suis tous fait dans le cadre du travail. D'accord. En même temps, comme je te dis, parce que c'est difficile de rencontrer des Australiens dans des groupes de rencontres, parce qu'ils veulent pas rechercher de nouveaux amis. Non, et puis je pense que... Et puis d'ailleurs, je n'ai pas que des Australiens. De toute façon, c'est compliqué de dire Australien. C'est d'autres nationalités qui parlent anglais. Je vois très bien. Mais... Et je pense que l'Australie est relativement fermée sur elle-même. Déjà, elle est à l'autre bout du monde. Je pense que tu as rencontré beaucoup d'Australiens qui n'ont jamais quitté l'Australie, qui n'ont jamais voyagé, qui sont jamais allés dans un autre État. Donc, en plus de rencontrer des personnes qui parlent anglais mais qui viennent pas du même background, c'est une autre étape aussi pour eux. Donc, c'est vrai que ce changement, je pense que ça s'améliore entre guillemets et heureusement encore en 2018. Mais c'est vrai que c'est important de voir que les Australiens sont un peu concentrés et centrés sur eux-mêmes. Et alors justement, est-ce que tu avais des idées reçues sur l'Australie avant de venir ? Et si oui, lesquelles sont avérées? Je pensais que j'allais voir des kangourous en pleine ville, j'ai été vraiment déçu. Ou même des tigres, je sais qu'il n'y a aucun tigre en Australie. C'est ridicule. Non mais il y a 150 000 animaux mortels, mais il n'y a pas de tigre. Non, je ne sais pas pourquoi. Mais non, si vous venez un jour en Australie, vous n'allez pas trouver de kangourous en pleine ville, malheureusement. Non, mais dès que tu sors un peu, par contre, de la ville... Non, mais les préconçus classiques, je dirais, que tout le monde fait du surf, a les cheveux longs, que toutes les filles sont blondes, hyper bronzées. Alors, c'est vrai qu'ils sont honnêtement, c'est pas faux quand même. C'est vrai qu'ils sont hyper bronzés, c'est rageant. Mais voilà, ces clichés-là vraiment sur l'Australie, je pense qu'on a tous regardé Crocodile Dundee et on a cette conception de l'Australie et des Australiens qui n'est pas forcément vrai, mais j'ai déjà voyagé quand même dans le Central Queensland et vous allez vraiment avoir ces clichés-là. Mais sinon, après en ville, non, pas trop. Non, c'est vraiment, et alors à l'inverse, qu'il y a des trucs qui t'ont surpris ou que tu as découvert ici, que tu ne savais pas du tout sur l'Australie Qui vont énormément au sport. Ça, tu ne savais pas? Je ne savais pas que les Australiens allaient énormément au sport. Et c'est une chose que je fais maintenant. Me lever tôt et aller au sport. Qui aurait cru il y a 7 ans que j'allais me lever à 5h du matin, ou même on a déjà fait 4h30 pour avoir une session avec un entraîneur sportif à 5h pendant 3 quarts d'heure. Il est 6h, tu as pris ta douche, tu te dis qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre ton petit déjeuner, mais après tu vas travailler hyper tôt. Donc voilà, c'est aussi cette expérience. Tous les horaires sont décalés ici, de toute façon, donc c'est une chose que je m'imaginais pas, que les Australiens, ou du moins à Brisbane, c'est vraiment tôt parce qu'on n'a pas le daylight saving. Ah mais oui, c'est vrai, vous en plus vous changez pas d'heure, c'est vrai. Je change pas d'heure, j'ai pas envie d'en parler, c'est trop sensible. Non, je connais ça. C'est quelque chose qui c'est affreux, c'est-à-dire que le soleil se couche à quelle heure du coup? Alors en hiver, oui, il se couche plus tôt, c'est-à-dire qu'il se couche à 7h30, mais encore. Déjà que moi je suis triste ici, en été c'est 8h30. On va dire que c'est 7h. On va dire 7h, vous allez avoir vraiment les dernières lueurs de la journée. Du coup, vous mangez hyper tôt et vous allez vous coucher hyper tôt. Oui, puis t'as pas ces longues soirées d'été en plus qu'on a en France. La première fois où on a vraiment vécu ça, c'est qu'on est allé en Tasmanie à Noël, je crois que Noël 2014, où il était 8h30 ou 9h du soir, donc Tasmanie vraiment en plus au sud de l'Australie, et il était 9h du soir et il faisait encore jour. Et on s'est dit mais on n'avait pas mangé, on n'avait pas faim, alors que 9h du soir en Queensland, ça fait déjà au moins 2 heures que le soleil est couché. Donc voilà, c'est vraiment une chose assez difficile. Donc, pas assez difficile à vivre, mais j'espère qu'un jour, si le premier du Queensland m'écoute, qu'il change cette loi. La raison officielle pourquoi ils ne veulent pas changer la loi, c'est à cause des vaches. À cause des vaches. C'est-à-dire que ça perturberait le rythme des vaches.
tu peux aller vraiment dans le changement conscient et demander pourquoi ils ne veulent pas changer. La plupart des gens te diront c'est à cause des vaches ou à cause des... c'est à cause des fermiers surtout, oui, parce voilà, que les vaches, elles continueraient à vivre avec le jour. C'est à cause des fermiers qui sont assez influents dans ce domaine-là. D'accord. Et est-ce que tu as vécu des moments vraiment compliqués ici? J'ai des moments difficiles d'être loin de la France. Loin de la France, je dirais plus, pas loin de mon pays, mais loin de ma famille et de mes amis. Même si j'ai des amis ici, même si on a des personnes ici, Bill et Vicky, qu'on appelle vraiment notre famille australienne. Mais d'être loin de sa famille et de tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire que pendant un moment, et même encore maintenant, d'avoir cette hantise de se lever le matin et d'avoir un coup de fil de sa famille. Et je peux le dire, ça m'est arrivé. Et c'est pas le meilleur souvenir de ma vie. Et je crois que c'était le moment le plus difficile de ma vie et ma vie ici en Australie. C'est d'avoir un coup de fil et d'apprendre que son papa est décédé. Donc c'est vraiment une chose que je ne souhaite à personne et d'être loin de la France, de savoir que même si tu prends le prochain avion, dans 3 jours tu seras là-bas. Ouais. C'est vraiment difficile. Ouais, j'imagine. Après, c'est, j'imagine, un moment jamais facile, peu importe où tu es, mais c'est vrai que tu mets, t'as quand même ce truc de dire, ok, je serais pas rentrée avant 3 jours. Je comprends. Donc je pense que c'est vraiment la distance avec la France, avec les amis, avec la famille, même si avec les nouvelles technologies, Skype, tu la WhatsApp, ressens moins quand même. On la ressent moins, mais c'est plus on est le toujours côté, là. Immédiat quoi. Si t'es en J'aurais Europe, voulu être là avec ma famille le plus rapidement possible, et pas 3 jours après. Mais c'est des choses comme ça qui arrivent, ou même dans les bons moments, et c'est pas seulement dans les mauvais. C'est si la télétransportation existait. Tu m'étonnes. Je serais le premier à avoir payé pour ça, parce que c'est vrai que ce serait pas mal de rentrer, même de rentrer pour le week-end en France, par exemple. Mais oui, comme tu fais quand tu es dans un pays d'Europe. On est vendredi soir, je rentre bien en France voir ma famille. Ouais. Mais là, rentrer en France pour le week-end, je crois que ce sera le week-end le plus coûteux au monde, presque. Tu m'étonnes. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens ici ? Est-ce que c'est la vie que tu imaginais ? J'avais pas trop d'expectation sur le sujet. C'est la vie qui me plaît. C'est la vie où je m'ennuie pas, où on s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose qui nous arrive. Il y a toujours quelque chose de positif, de négatif, de quoi que ce soit. Mais tu penses que c'est lié au fait d'être expatrié ? Oui, d'être expatrié et je pense d'avoir cette chose improbable qui peut arriver du jour au lendemain pour tout. Et c'est souvent des bonnes choses. Et c'est vraiment, on se repose jamais sur en 2017, il y a des choses qui vont arriver, qu'on peut contrôler. Il y a des choses qu'on contrôle pas, comme on disait un peu avant. Mais je pense que c'est la vie qui est la nôtre maintenant, qu'on adore. On adore notre vie ici. Bon, je pense qu'on peut s'estimer chanceux de vivre dans un pays qui est aussi merveilleux, l'Australie, d'avoir tous les deux un travail, que ma femme puisse faire ce qu'elle souhaite. Elle aurait pu faire peut-être la même chose en France, pas sûr, dans son domaine, mais voilà, c'est cette chance de pouvoir réaliser quelque chose qu'on a envie de faire. Et l'Australie nous permet aussi de nous épanouir à plein de choses, de découvrir ce pays qui est merveilleux comme on disait avant, et de découvrir complètement une autre culture par rapport à la France. Beaucoup plus relax, beaucoup plus happy que un peu cette mauvaise humeur française. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'expatrier parce qu'ils en ont marre de la France, de cette mauvaise humeur, d'être gronchon, d'être ronchon. Je faisais un raccourci avec grumpy et ronchon. Et je pense que c'est ça aussi, et c'est ça qui attire les expatriés ou les futurs expatriés, c'est que l'Australie il fait beau, oui, il pleut aussi souvent, et pendant longtemps, mais il fait beau. Les gens sont beaucoup plus sympas. Il y a vraiment cette ouverture d'esprit, pas tout le temps, mais quand même en général, je pense qu'on est d'accord sur le sujet. Et cette croissance économique qu'elle a connue il y a des années, qui n'est plus forcément le cas en 2018, mais beaucoup de personnes que j'ai rencontrées évoquent ces critères-là. C'est voilà, il fait beau, la plage, les filles. Et ou aussi, les garçons. Et vraiment cette aventure c'est à l'autre bout du monde, pourquoi pas. Oui, tout est possible. Tant qu'à faire, voilà. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment une réalité que les gens doivent comprendre, les gens qui nous écoutent doivent comprendre que l'Australie était
croissance à double chiffre pendant des années, Oui. qui n'est plus le cas maintenant. Et c'est difficile. Je pense que le mot à retenir, ou du moins les choses à retenir, c'est si vous n'avez pas le bon visa, si vous n'avez vraiment pas un projet bien défini, c'est vraiment difficile. Oui, tout est possible, mais il faut vraiment avoir la patience, il faut vraiment avoir l'envie et il faut vraiment se pousser à fond pour avoir ce que tu veux à la fin. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est facile, parce qu'on a cette porte d'entrée avec le Working Holiday Visa, avec la France, qui du coup rend les choses hyper faciles. On peut le renouveler 1 an en plus, donc on se dit ah mais c'est super facile en Australie. Enfin, tu fais le truc en ligne, t'as ton visa en 2 minutes. Enfin, c'est hyper facile. Sauf qu'en fait, quand c'est un projet de rester, les lois de l'immigration sont compliquées. Elles changent du jour au lendemain et tu dois t'adapter. Ils s'en fichent. Enfin, oui, ça c'est. Tu te sens vraiment, t'es un immigrant quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que nous les Européens en plus on n'a pas trop cette habitude-là parce qu'on peut voyager dans toute l'Europe et aller habiter dans n'importe quel pays d'Europe sans problème. Et du coup moi j'ai vraiment découvert ce que c'était d'être une immigrante. Et de vraiment tu n'as aucun droit, de base. De galérer vraiment avec les visas et après de trouver le job qui correspond bien au visa et compagnie. Et aussi une autre chose que j'aurais à dire, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie ici en Australie est il est élevé, mais les salaires sont plus élevés aussi. Ah oui. Moi, tu vois, alors c'est peut-être parce que je viens de Paris, donc je viens déjà d'une ville hyper chère. Et du coup, moi, je suis arrivée ici, je me suis dit, oui, c'est super cher, mais en même temps, les salaires sont plus... Oui, c'est une très bonne chose et j'allais vraiment balancer ça. C'est le coût de la vie est vraiment cher. Donc, je crois que l'Australie est un des pays les plus chers. La dernière fois que j'ai vérifié, je crois que c'était un des pays les plus chers au monde. Mais en même temps, c'est un des pays qui gagne le mieux, me semble-t-il, par rapport au nombre d'habitants. Donc, c'est aussi une bonne chose. Malheureusement, quand on commence, et comme tu l'as dit en backpacker, ça peut faire très très mal et ne plus avoir d'argent très rapidement aussi. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder quand vous cherchez à vivre de manière permanente ici en Australie. Je pense qu'en salaire, c'est à peu près, je crois que la dernière fois que j'avais calculé, c'était à peu près 20% de plus, à peu près 20% de plus que ce que je pourrais gagner pour le même job en France. D'accord, oui, pas mal. Mais bon, tu payes tout plus cher. Tout plus cher. Et alors parlons un petit peu de la France. Qu'est-ce qui te manque de la France aujourd'hui ? Les Australiens vont répondre à ma place, ils vont dire « Je suis sûr que tu manques vraiment beaucoup la nourriture. » Pas tant que ça. Au bout de 6 ans, j'imagine. Au bout de 6 ans, je pense que j'ai trouvé. Je pense que Maïté et moi mangeons beaucoup plus healthy qu'avant, beaucoup plus sainement qu'avant. Je pense que ce que je manque de la France, c'est peut-être la culture, l'architecture. Voilà, ce côté-là, c'est vrai que, alors Sydney, je sais pas, par rapport à Brisbane, si je dois faire vite fait une comparaison, il n'y a pas cette culture-là à Brisbane qu'ici à Sydney. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Les bâtiments, je veux dire, quand les gens disent c'est nos plus vieux bâtiments et qui datent du 19e siècle, tu te dis oui, d'accord, très bien. C'est pareil à Sydney. Voilà, c'est pareil à Sydney. Donc c'est pareil dans toute l'Australie. Peut-être quand même à Sydney, tu vas te trouver un peu plus vieux et encore, voilà, 18e top. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et quand je dis aux gens qu'on s'est marié en France dans une cathédrale du 12e siècle, ça leur semble irréaliste. Donc vraiment, la culture, l'architecture me manque. Je pense que c'est la chose vraiment principale. C'est vraiment ce côté où à Paris, j'allais dans les musées où on pouvait même se balader et dire regarde ce bâtiment ou avoir l'histoire derrière ça. Alors que baladez-vous à Brisbane, vous avez vite fait le tour des bâtiments un peu anciens. Donc c'est un peu vraiment ce qui nous manque. Ouais. Et c'est quoi ton lien avec la France ? Est-ce que tu suis les news ? Est-ce que tu suis les sorties de films, les livres, la météo, enfin, tu vois ? Non. Très honnêtement, non. Comme on disait avant, c'est-à-dire que la seule relation qu'on a ou que j'ai avec la France, c'est ma famille et mes amis qui me restent. Il en reste plus beaucoup. Je crois que on compte après 6 ans les amis qui nous restent sur le doigt d'une main parce qu'il faut entretenir cette relation, cette amitié. Ouais, c'est la longue distance. Et c'est la longue distance. C'est pas facile. Tu le fais plus facilement avec la famille qu'avec les amis. Non, les infos, je pense que c'est les infos françaises qu'on regarde une fois par semaine via SBS le matin à 8h40. Donc SBS qui est une chaîne de télé ici, mais
Tu peux trouver les infos françaises. Ouais, et c'est tout. La météo, non. Je regarde très peu les informations ici en Australie. Je pense que c'est partout pareil. Infos, quoi. Je regarde pas très les infos, non, pas beaucoup les infos. Je regarde pas non plus beaucoup les sorties de films ou choses comme ça, ou sorties de livres. Là, il y a le French Film Festival, par exemple, non? Tout le monde me dit est-ce que tu vas aller au French Festival Film ou moi, j'y vais, par exemple. Ou les Australiens adorent manger, donc surtout français, donc ils vont dire est-ce que tu vas là? Non. Parce que ça, je peux le faire chez moi. J'ai pas besoin d'aller quelque part pour avoir cette expérience-là. Donc non, la nourriture, ça me manque pas. C'est vraiment ces parties culture, ces choses-là. Et non, je regarde pas la sortie des films. Ça fait des années que j'ai pas regardé un film en français. C'est vrai? Des années. Oh là là. Ça me manque pas. Genre après, oui, si ça me manque. C'est faux. Je me suis fait la remarque il n'y a pas longtemps que ça me manquait d'avoir cette richesse culturelle, comme je disais avant, de films. C'est-à-dire qu'ici, vous allez au cinéma, c'est les films américains à 90%. Oui. 100%, on peut vraiment être honnête. 100% vont être les films vraiment américains. Et donc, vous n'avez vraiment pas cette diversité. Alors qu'en France, vous allez avoir des films à tour de bras français ou européens qui vont être vraiment différents des films américains, des blockbusters. Et donc ça me manque un peu. Je l'avoue. Mais pour autant, je regarde pas plus de films français. J'aurais peut-être m'y mettre. Ouais. À voir. Je vais essayer en 2018. Et quelle est ton image, toi, en tant que Français auprès des Australiens? Du coup, vu que tu as un cercle d'amis australiens, est-ce que tu es le Frenchie de service? Tu vois, est-ce qu'on te remet, on te le rappelle? Oui. Est-ce que toi, du coup, tu joues là-dessus aussi? Genre, de toute façon, moi, je suis français, donc je vous donne mon avis là-dessus en tant que Français. Oui, c'est vrai, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que j'ai joué pendant longtemps, pas longtemps, non, mais pendant mes interviews sur le French Lover, entre guillemets, quand les gens ils me demandent, Came for Love. Oui, un peu sur le côté, il y a pas longtemps, j'ai fait la remarque, quelqu'un m'a dit, si t'es pas content d'une manière vraiment amicale, t'as qu'à faire grève. Je fais, ne me prends pas au mot, je suis français, je suis tout à fait capable de faire ça. Donc voilà, je joue un peu sur les clichés un peu, mais je pense que les gens, non, je sais pas s'ils ont une particulière image de moi ou de français. Je pense qu'on est assez critique de beaucoup de choses. Vivre en France, et je pense qu'il faut s'estimer heureux de ce qu'on a en France, et des fois on critique un peu, on a la critique un peu plus facile aussi que quelqu'un d'autre, je dirais. D'accord. Donc je cultive pas ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Et comment tu communiques avec tes proches, par exemple? Comment tu vis l'éloignement? Est-ce que vous parlez toutes les semaines? Je parle du moins par texto ou par WhatsApp avec mon frère et ma sœur quasiment tous les jours. C'est une photo. Mon frère vient d'avoir une petite fille, donc c'est une photo quand moi je me réveille et quand je vais me coucher, je vais lui envoyer une autre photo de ma journée, par exemple. Avec ma mère, c'est beaucoup d'emails. D'accord. Vous racontez votre vie? On se raconte notre vie, elle prend des photos, il neige en ce moment, elle va me dire regarde, il neige, il fait froid, voilà, des choses vraiment banales en fait. Mais qui permettent de garder le lien. C'est ça qui permet de garder le lien. Après c'est vrai que on Skype régulièrement tous les on va dire 2-3 jours. Ouais. Oh, vidéo. Ah ouais, quand même. Tu fonctionnes pas comme ça? Pas tous les 2-3 jours du tout pour moi. Non, tous les 2-3 jours avec ma mère. Non, c'est genre. Même si ça peut durer 10 minutes, des fois ça peut durer avec Maïté 3 quarts d'heure, 1 heure, parce qu'elle parle beaucoup sur des sujets de tous les 2-3 jours. Mais voilà, après c'est vrai que j'aime bien raconter ma vie à ma mère, lui tenir au courant de ce qui se passe. J'aime bien aussi avoir des longs Skype aussi avec mes amis que je vois pas souvent, et c'est pas tous les 2-3 jours, c'est plutôt les 2-3 mois. Non, moi je fais pareil, mais par contre plus audio. Enfin, tu vois, on s'embête pas trop avec la vidéo. On se fait des coups de fil qui durent 3 heures. Mais bon, et une fois de temps en temps, on fait ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on s'appelle en vidéo. Non, et l'autre jour on parlait de ça au travail et les gens me disaient mais qui utilise Skype? Je fais moi, j'utilise quasiment tous les jours, ou du moins toutes les semaines, 1 fois par semaine, j'utilise Skype. Je pense que tu es expatrié, tu as 2 apps sur ton téléphone, du moins personnellement, c'est WhatsApp et Skype. Oui. Tu en as d'autres que tu recommanderais? Oui, moi après, vu que j'ai un iPhone et que beaucoup de gens ont un iPhone, donc il y a FaceTime aussi, et iMessage, du coup, j'ai pas, par exemple, ma mère, on continue de s'envoyer des iMessages, on n'est pas sur WhatsApp. Et du coup, tu dirais que cette expérience t'a éloigné ou rapproché de tes amis, de ta famille?
Tu disais du coup, tu as perdu des amis en cours de route. J'ai perdu des amis en cours de route. Donc je dirais les deux. Parce que tu vois, est-ce que t'es changé autant avec ta famille quand tu étais en France, par exemple? Ou est-ce que c'est le fait d'être éloigné qui vous a fait avoir ce J'ai changé, peut-être pas autant. J'ai changé à peu près, on va dire toutes les semaines avec ma famille qui se trouvait 200 km. Maintenant, elle se trouve à 17 000 km. Et je pense que j'ai changé un peu plus. Je pense que avec tout ce qui s'est passé, on échange un peu plus et on essaye d'avoir d'un peu plus de relations. On a toujours eu des relations, mais voilà, on se tient au courant, même si c'est une photo de ce que j'ai maintenant. Mais d'avoir toujours ce lien. Et effectivement, il y a des personnes où on s'éloigne parce qu'on prend pas le temps, quoi. C'est le temps qu'il faut prendre de vraiment de maintenir cette relation. Et avec des personnes, ça se fait de manière naturellement. C'est pas j'ai pas le temps, j'ai pas envie. On le fait plus de manière naturellement. C'est dommage. Et c'est quelque chose que je regrette. Parce que c'est des personnes avec qui je m'entendais très très bien en France et je passais mes journées, mes week-ends, mes vacances avec ces personnes-là et maintenant j'ai plus de nouvelles. Et tu rentres régulièrement toi en France? C'est quoi ton rythme? J'aimerais bien que ma famille rentre en France s'ils m'écoutent. Viennent en Australie? Tu veux dire? Oui, c'est ça. Autant pour moi, t'as vu ça. Qui viennent en Australie. Personne n'est jamais venu? Mon frère est venu il y a des années de ça, avec sa copine, maintenant fiancée. Il vient d'avoir une petite fille, donc je pense pas qu'il revienne de suite. Et les amis, t'as des amis, non. Tout le monde m'a dit quand je suis parti il y a 6 ans, « Oh mais je viens !» Non mais attends, Florent, tu vas vivre en Australie, c'est magnifique, c'est les plages et tout. Pas une personne est venue. Si vraiment mes amis m'écoutent là, venez me voir. Je ne sais pas combien de temps on restera ici, peut-être notre vie, peut-être pas notre vie. Mais venez, c'est vraiment l'occasion. Donc, non, je pense qu'on rentre à peu près. On a beaucoup de mariages, beaucoup de naissances, on a beaucoup de choses qui se passent aussi en France. Donc, on essaie de rentrer tous les 2 ans, tous les 2-3 ans. Je pense que le maximum qu'on n'ait pas fait, qu'on n'est pas rentré, c'était 3 ans. C'était très long. Ouais, très long. Donc, on est rentré l'année dernière pour notre mariage. Oui. Donc, c'est quand même pas mal. Mariage, on s'est marié d'ailleurs 2 fois, une fois sur la plage ici. En Australie et une fois en France avec nos amis, nos familles. Et alors là en 2018 par exemple, il n'y a pas on rentrera pour le mariage de ma femme. Non, le mariage de la sœur de ma femme. Ah oui, parce que ça ne marche pas. J'ai oublié un mot. Voilà, donc c'est ces choses-là. Donc c'est bien, là ça fait un petit peu moins long quand même. Et quand tu rentres en France, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes réflexes? Est-ce que tu fais le touriste ou est-ce que tu fais l'ermite? J'adorerais faire le touriste. J'adorerais arriver en France et visiter des villes ou visiter même des pays aux alentours où j'ai jamais visité. Mais non, on doit faire le tour de nos familles respectives. On doit rester 3 jours là, 4 jours là. On a vraiment l'impression d'être un groupe de musique en tour. En fait. Et c'est vrai que quand je rentre en France, on fait 17 000 km, on prend 3 semaines de vacances, 1 mois de vacances, 2 semaines de vacances, peu importe. On prend quand même assez longtemps de vacances. Ça coûte relativement assez d'argent. Oui. Et il y a des personnes qui disent « Ah bah tu peux venir me voir ». Non, ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait 17 000 km, faisant 200 ou 500. C'est-à-dire que voilà. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un vrai dilemme, ça, de trouver les organisations pour voir tout le monde. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé avant, c'est de rentrer en France et d'avoir un programme jour par jour. C'est pas quelque chose que je regrette, je suis content de faire ça, mais des fois j'aimerais effectivement aller 4 jours à Londres ou 1 semaine en Italie pendant mes 3 semaines en Europe. Mais c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Qu'on peut pas faire. Moi, je connais des gens qui le font. Donc, c'est que vous c'est que aussi la raison principale de rentrer en France, c'est voir ma famille. C'est pas forcément de faire le tour de tout ce qu'on peut imaginer en Europe. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive de conseiller des Australiens qui veulent aller en France et tu fais la promo de la France? Est-ce que tu fais la promo de ta région ou est-ce que tu leur dis faut aller à Paris? J'ai toujours vraiment un side business que j'aime faire, c'est ça, c'est vraiment monter une petite, même pas une agence de voyage parce que ce serait beaucoup plus compliqué, mais créer un peu une société qui vend des
des packages ou qui vendent des choses comme ça pour promouvoir la France ou promouvoir la région. Ah, mais je comprends. Bref. Parce que moi aussi, je me dis le nombre de fois où j'ai fait des parcours personnalisés Voilà, à des gens. Je leur ai fait ça. des feuilles de route sur Word, Voilà, avec c'est ça. itinéraire jour 1, jour 2, là, attention. C'est les trucs que seuls des locaux peuvent savoir que ça va prendre tant de temps. Non, là, prends pas l'avion, tu peux prendre un TGV, c'est moins cher. Ou reste pas une semaine à Paris, en 3 jours tu peux faire voilà. Ces choses-là. Donc c'est vraiment peut-être un projet que je ferai un peu plus tard. Bon, on s'en Bref. parlera. Bref. Le truc avec conseiller la France, ou du moins dire les différentes choses à visiter, oui, on le fait assez régulièrement et ça m'a jamais dérangé. Au contraire, je pense que ça me plaît énormément. Comme les Australiens nous font découvrir leur pays, nous disent « Hey, venez ici, juste derrière le Harbour Bridge pour un podcast ou pour avoir la vue aussi. » Je ferai exactement la même chose en France pour dire la Tour Eiffel, au lieu d'attendre 2 heures l'ascenseur, prenez les escaliers. Déjà, vous allez payer moins cher, ça va vous faire du sport. Et après, prenez l'ascenseur pour aller monter au top si vous voulez. Donc voilà, tous ces petits conseils-là, toutes ces petites choses-là, moi, ça me donne toujours plaisir de faire ça. Pour moi, ma région, oui et non. Si on aime beaucoup le vin, allez à Chablis. Petite promotion. Et quand nos amis australiens sont venus nous rendre visite pendant notre mariage, ou du moins sont venus à notre mariage, on leur a fait un tour pareil, en disant voilà, rester 4 jours à Paris, et aller au Mont Saint-Michel, aller voir les plages de Normandie, mais après on peut rester. Oui, des après mois la France, ici, c'est un pays tellement incroyable, France, c'est comme donc, l'Australie, quoi. Chaque recoin est touristique, Tout quoi. à fait. Donc moi, ça m'a toujours fait plaisir de, par quelques moyens, faire découvrir en fait à mes amis australiens la France. D'accord. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ton niveau de cul entre deux chaises après 6 ans ici? C'est une échelle de 1 à 10 ou... C'est ce que tu veux, c'est comme tu as envie de le formuler. Je pense que... Est-ce que tu te sens toujours le cul entre deux chaises ou pas? On est toujours le cul entre deux chaises. On est littéralement, vraiment, entre la France et l'Australie. Et on sera, même si on décide un jour, et c'est vrai que c'est toujours difficile de prendre la décision finale de est-ce qu'on a de place. La place où on vit, le lieu où on vit, c'est l'Australie, définitivement. Notre place de cœur est toujours la France, pour les raisons on est français et autres. On est toujours entre deux chaises. Mais je pense que on le sera toujours. Donc c'est vraiment difficile de C'est-à-dire de que même si tu rentres, je sais pas d'ailleurs si vous avez un projet de rentrer un pas jour. Pour le moment. Pas pour le moment. Si tu rentres, tu penses que l'Australie te manquera ou... Complètement. Maintenant, ça je fait pense partie que de toi. je trouverai jamais une salle de sport ouverte à 5h du matin avec un personnel trainer qui s'appelle Jackie et qui est championne de bodybuilder. Mais non, c'est vrai que je pense que l'Australie me manquera si un jour on rentre en France, pour son rythme de vie, pour vraiment son côté relax et la météo et plein de choses. Donc oui, on est littéralement le cul entre deux chaises. Maintenant, à quel point, je sais pas. Après 6 ans, c'est vrai que c'est difficile. C'est vraiment une question difficile et j'adore, c'est pour ça que j'adore le titre du podcast et du blog, c'est où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe. Je pense que maintenant on est en Australie, on y vit et on est content d'y vivre. Maintenant, peut-être que dans 2 ans la situation changera, on aura des enfants et on s'apercevra qu'ils doivent. Il y a ça aussi, parce que tu as l'air d'être hyper proche de ta famille et souvent. Je suis proche de ma famille, oui et non. Je pense que c'est une raison, quoi. On peut pas. Nous, notre décision, c'est d'être là et on se pose régulièrement la question en disant qu'est-ce qu'on fait. Quand même. Qu'est-ce qu'on fait régulièrement. Régulièrement. Oui, donc ça dit bien quand même votre niveau de cul entre deux chaises. Oui, voilà. Quand même. C'est qu'est-ce qu'on fait et je me dis, il y a quelques années, je t'aurais dit, je suis pas prêt de rentrer parce que je pensais que j'avais pas vraiment atteint mes objectifs. Je dis non, j'ai pas fini, j'ai vraiment pas accompli pourquoi je suis venu ici. Et vraiment, je suis venu pour une fille qui est venue ma femme. Donc ça, c'est accompli, ça, c'est en fait. accompli, donc ça, c'est éthique. Mais je pense que je suis pas... Il y a quelques années, c'était non, il manque toujours quelque chose. Maintenant, je dirais plus qu'il me manque ce petit quelque chose, mais si d'ici, je sais pas, 3 ans, on se dit, OK, on rentre, je serai plus confortable avec cette décision qu'il y a 2 ans de ça. Ouais. Je dis pas que je veux rentrer ou quoi que ce soit, mais la décision sera moins difficile maintenant ou dans 3 ans qu'elle était il y a 2 ans, par exemple.
Et tu as des perspectives, par exemple, pour ta carrière? Enfin, ça aussi, c'est un truc auquel tu penses pour rentrer, pas rentrer Oui, je pense que... ici, tu penses que c'est bien pour toi d'être ici? Je pense que c'est bien. Mon domaine, donc tout ce qui est digital marketing et social media, est vraiment porteur ici en Australie. Et comme je l'ai expliqué, ça a été vraiment facile de trouver un job. Pas facile, mais plus facile que je l'imaginais. Maintenant, rentrer en France, c'est vrai que ça peut être aussi une bonne opportunité si j'ai vraiment le job de mes rêves. Non pas quel est le job de mes rêves, je ne sais pas encore. D'accord. Mais je pense que s'il y a une opportunité qui se présente en France ou ailleurs, on pourra peut-être sauter sur l'occasion et avoir une autre chaise. Donc ça sera entre 3 chaises. Parce que l'idée d'avoir aussi la citoyenneté, c'est d'avoir ce choix en fait. Oui, c'est de dire si tu pars, tu peux revenir quoi. Si tu pars, tu peux revenir. Et tu peux, alors que quand tu pars sans ça, tu peux aussi donner le choix à tes enfants. C'est-à-dire que nos enfants seront australiens s'ils le veulent. Et ça, on peut avoir la double nationalité quand tu es français et australien. Et donc, ils ont ce choix-là. Avec l'Europe, ils peuvent vivre partout en Europe. Avec l'Australie, ils ont un peu plus de facilité avec les pays du Commonwealth, Canada et autres. Donc c'est aussi donner la possibilité à nous-mêmes, mais aussi à nos enfants. Et ça, je pense que dans le monde où on vit, ils auront le choix de choisir entre la France ou l'Australie ou n'importe quel pays connecté à ces deux pays. Donc je pense que c'est vraiment important aussi pour nous d'avoir ça. Mais non, j'ai pas forcément de projet sur dans 5 ans on partira ou dans 2 ans on partira. Qui vivra, verra. Très bien. Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi? Là maintenant que t'as avec un peu de recul, 6 ans quand même. Est-ce que tu penses que tu as beaucoup changé? Est-ce que tu penses, tu dis purée, je pense pas que j'aurais évolué de cette manière-là si j'étais restée en France. C'est quoi tes pensées je pense que j'ai énormément évolué d'un point de vue humain et aussi d'emménager avec quelqu'un qui après est devenu sa femme. Déjà, j'ai changé sur ce côté-là, le côté relationnel. Déjà, on évolue, mais aussi l'expérience de vivre à l'étranger m'a beaucoup appris sur moi-même, sur ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que je réfléchissais un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a 6 ans, je vivais pas en Australie. Quand je suis arrivé ici, mon premier job temporaire, c'était de distribuer des prospectus. Maintenant, je travaille dans une université. Je gère une communauté de plus de 150 000 personnes sur les médias sociaux. J'ai un job dans mon domaine. Tellement de choses se sont passées. Donc, quand tu regardes derrière toi, tu te dis « Waouh, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pu vraiment accomplir dans ta vie personnelle ou professionnelle. » Donc, ça m'a apporté énormément de confiance en moi et de dire que si tu mets le travail et si tu mets tous les efforts possibles, je dirais pas tout est possible, mais tu peux réaliser ce que tu as en tête. Mais est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir fait ça à l'étranger qui t'a poussé peut-être à plus te dépasser pour faire ça? Tu dois te débrouiller pour tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de support de notre famille ici. C'est-à-dire que quand ça va pas, oui, tu peux appeler ta famille, tu peux appeler tes amis, mais t'es à toi-même, on est à nous-mêmes. Et je pense que tu dois vraiment sortir de ta zone de confort et faire le truc quoi. Donc je pense que vivre à l'étranger est une expérience que je recommanderais à n'importe qui galère un peu et qui veut vraiment sortir de sa routine et ça nous a beaucoup appris à faire des choses que j'aurais jamais osé faire en France. Et je les ai faites. D'accord. Et je pense que on s'estime vraiment heureux de toute l'expérience et de tout ce que l'Australie peut nous offrir. Bon, écoute, je pense que ça sera le mot de la fin. Merci Céline pour l'opportunité. Vraiment, comme je disais un peu avant, c'est l'expatriation est une chose difficile, mais une chose vraiment que je recommanderais à beaucoup de personnes de sauter le pas si vous hésitez, que ce soit en Australie ou ailleurs. Oui. Il y a vraiment tellement de clichés sur ce pays ou sur l'expatriation qu'il faut juste tenter l'expérience et voir comment ça se passe. Mais venez avec un plan quand même. Pas un plan physique, mais un plan dans votre tête. Ouais, voilà, faut quand même venir un petit peu préparé sur les options, ou du moins avoir suffisamment d'argent, de temps, de ressources pour rebondir et réfléchir à la suite, quoi. Tout à fait. Merci Florent. Merci Céline. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et n'oubliez pas d'aller découvrir le portrait photo et le guide de Florent sur entredeuxchaises.net.
Si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi. Un commentaire, un like ou des étoiles, je prends tout. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des suivants. En attendant, vous pouvez également suivre Entre deux chaises sur Facebook, Instagram et Twitter. À la semaine prochaine!